Bonsoir à tous, mardi 6 mars, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de cette édition. Aller à la gare, à vélo et le stationner dans un lieu sécurisé. Principe des consignes Véligo qui fleurissent en Ile-de-France. Après 50 ans en Yvelines, un nouvel espace est en service depuis la mi-février en gare de Versailles-Rive-Gauche. Inauguration ce mardi matin en présence de la présidente de région Valérie Pécresse. Comment renforcer la dynamique des territoires agri-urbains en Ile-de-France? Question soulevée demain lors d'un séminaire à Villepreux. Il a pour but de montrer que la présence de terres agricoles autour de grandes métropoles est un facteur d'attractivité. Invité de ce journal, Alexandre Ruech, exploitant à Bailly, membre de l'association organisatrice de cet événement. Et puis le portrait de la semaine est consacré à Romain Lucas. Ce jeune chef gérant d'un établissement à Versailles propose une cuisine semi-gastronomique. Il mise ses recettes sur des produits frais, bio et locaux. Le drame, hier lundi, attrape une jeune automobiliste d'une vingtaine d'années et décédée après une collision avec un bus. L'accident s'est produit sur la D912 à proximité de l'île de Loisirs vers 15h30. La victime, qui se serait déportée sur la voie opposée, a percuté le véhicule du réseau Skibus de face. Elle est morte sous le choc. La passagère de la voiture a été transportée en urgence en état grave à l'hôpital Percy-Clamart. 8 passagers du bus ont été, eux, blessés légèrement. C'est un dossier sur la table depuis plus de 20 ans. La nouvelle RD30 à Plaisir a été inaugurée ce matin en présence de la présidente de la région Valérie Pécresse. Axe souvent saturé entre Elancourt et Plaisir, la route départementale a été doublée et réaménagée. 3 ans de travaux ont été nécessaires. Un chantier chiffré à 87,5 millions d'euros, 33 millions financés par l'Île-de-France, 54 par le département des Yvelines. Propos collectés sur place par Patrick Jacques de Dixmude et Quentin Lefrère. C'est la base même d'une trame qui est les fondamentaux pour que notre ville puisse avoir des aspirations encore supplémentaires dans un développement à la fois commercial, économique et un cadre de vie. Parce que ça apporte effectivement un grand confort à notre ville. On aura moins d'embouteillages, d'ailleurs on en a déjà beaucoup moins, puisque le matin dans le centre-ville on se rend compte que déjà c'est beaucoup plus fluide. Donc ça veut dire que dans tous les domaines qui nous importent, c'est quelque chose qui est véritablement une réussite. Problème de la Grande Couronne et problème du non-bouclage de la Francilienne. Nous sommes le seul département où elle ne passe pas. Donc les voitures qui empruntent la Francilienne venant du sud ou venant du nord se déversent sur nos voiries, et en particulier sur nos voiries nord-sud, et se déversant créent des embouteillages et donc nous oblige à élargir les voies et à faire des infrastructures qui ne sont pas des infrastructures classiques de route départementale. Des travaux doivent être encore réalisés sur la RD30 d'ici l'année prochaine. La création d'une passerelle piéton-cycliste, la finalisation d'un bassin de stockage des eaux pluviales, ainsi que la réalisation d'aménagements paysagers. Nous reviendrons plus longuement sur cette inauguration dans notre édition de demain mercredi. Elle est en service depuis le 19 février. C'est la consigne à vélo de la gare Versailles-Château-Rive-Gauche. Elle permet à chacun de laisser en toute sécurité son 2 roues avant de prendre le train. L'inauguration officielle se déroulait ce mardi matin en présence d'élus locaux, Wilfried Richy et Nicolas Kirillovitz. 128 places de stationnement réservées exclusivement aux vélos en gare de Versailles-Château-Rive-Gauche. Les usagers adeptes du 2 roues peuvent dorénavant prendre sereinement leur train grâce à Véligo. C'est sûr que ce n'est pas une station Véligo qui va améliorer la régularité des trains. Mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ok, on comprend, vous avez des problèmes sur les trains, mais au moins, est-ce que moi je peux garer mon vélo à la gare de façon sécurisée ?» Et donc, c'est très important aussi de s'occuper de ce dernier kilomètre. 5800 places de stationnement ont déjà été créées à travers l'Île-de-France. 20 000 seront disponibles d'ici 2020. Région et SNCF se partagent le financement. 220 000 € ont été nécessaires pour cet espace dans la Cité Royale. Île-de-France Mobilité avec un S, c'est le nouveau nom du syndicat des transports d'Île-de-France, s'occupe des franciliens du départ de leur domicile jusqu'à leur arrivée au bureau. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur tous les petits points noirs pour améliorer la qualité de service aux voyageurs. Améliorer la qualité de service, c'est aussi mettre des espaces de coworking dans la gare quand on attend son train, c'est pouvoir mettre des recharges de portables, c'est pouvoir offrir des nouveaux services. Pour les usagers, le fonctionnement de ce service est simple. L'accès est possible 7 jours sur 7, de 5h à 1h30, avec une carte Navigo en cours de validité et moyennant un abonnement annuel de 20 €. Atout supplémentaire de ce nouvel espace, la présence de 16 casiers individuels pour recharger les vélos électriques.
Politique, Pierre Bédier s'est exprimé aujourd'hui devant la presse. Le président du conseil départemental a évoqué différentes actualités du territoire des Yvelines, métropole du Grand Paris, ligne 18, mais aussi l'avenir de son parti, les Républicains. L'élu s'est montré offensif envers le gouvernement. Les précisions avec ce sujet de Nicolas Kirillovitz. Principale divergence entre le président du département des Yvelines et le gouvernement. L'avenir de la métropole du Grand Paris. Pierre Bédier a répété lors d'un rendez-vous récemment avec Emmanuel Macron qu'il souhaitait une métropole élargie à la région. Sur un sujet si complexe, il ne croit pas d'ailleurs le président de la République capable de faire son choix rapidement. Nous avons des enjeux internationaux à travers le Brexit, à travers les Jeux Olympiques qui sont absolument considérables. Et donc il faut réformer cette région parisienne avec beaucoup de prudence. Il faut avancer d'une main tremblante. Et il me semble qu'il faut prendre du temps. Non sans lien, les annonces sur le Grand Paris Express sont un scandale d'État pour Pierre Bédier. Selon lui, le gouvernement ne donnerait pas toutes les informations sur les dates de livraison et souhaite une accélération du calendrier de la ligne 18 pour soutenir le développement du plateau de Saclay. Dans ce cas-là, suspendons la croissance du plateau de Saclay ou alors, et c'est ce que nous demandons, inversons les priorités. D'autres lignes du Grand Paris Express nous paraissent moins prioritaires et faisons d'abord cette ligne de Saclay puisqu'il paraît que c'est à Saclay que se prépare l'avenir de la France. Enfin, la situation des Républicains dans les Yvelines. Le président du département a reconnu les difficultés de son parti localement après les échecs aux élections législatives et le presque départ depuis du secrétaire départemental David Douillet. Pour tenter de relancer la droite yvelinoise, il proposera une présidence collégiale dans les prochains mois. J'aimerais bien pouvoir former en quelque sorte ces personnes en formant un ticket pour faire que notre fédération reparte de l'avant. Jusqu'en octobre et l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante LR dans les Yvelines, c'est Sophie Primas, sénatrice, qui assumera l'intérim à la tête du parti. Un séminaire international au programme demain, mercredi, au domaine de Grand-Maison à Villepreux. Les territoires agri-urbains, facteur d'attractivité des grandes métropoles, va convier toute la matinée élus, représentants agricoles, exploitants, professionnels de l'économie verte et aussi des chercheurs. Certains viennent de l'étranger, de Genève, Milan ou encore Montréal. Bonsoir Alexandre Ruesch. Bonsoir. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, vous êtes exploitant à Bailly, membre de l'association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Aluès. C'est cette association justement qui organise l'événement. Un mot peut-être déjà sur l'association, qui regroupe-t-elle et quelles sont ses missions ? Alors, cette association, elle représente l'ensemble de la société civile, donc par 3 collèges, avec un collège des élus, un collège agricole et un collège de la société civile, des associations. Et ensuite, l'intérêt de ce dynamisme au sein de cette association, c'est de regrouper tout le monde pour une même cause, préserver un territoire, lui donner un intérêt de qualité de vie, un intérêt économique. Et qu'est-ce qu'on entend par plaine de Versailles ? Ça regroupe finalement quelle étendue de territoire, la plaine de Versailles ? En gros, la plaine de Versailles touche à peu près 5000 hectares et nous sommes sur environ un territoire assez découpé qui touche 5 intercommunalités. Donc on va avoir l'occasion de parler de ce séminaire. Là, c'est les premières rencontres finalement qui sont organisées par l'association Plaine de Versailles, c'est ça ? Sur cette thématique de territoire agri-urbain à une dimension, on va dire, de métropole, c'est la première fois que nous travaillons dans ce sens-là. Oui. Alors le séminaire de demain concerne justement ces territoires agri-urbains, ces zones qui concentrent terres urbaines et agricoles. Est-ce que ça veut dire que l'Île-de-France est un territoire agri-urbain ou finalement l'Île-de-France regroupe plusieurs territoires agri-urbains ? On pourrait dire que l'Île-de-France est très urbaine. Malgré tout, il y a des territoires qui sont, j'appellerais ça, plus rurales qu'en proximité, enclavés dans les grandes zones d'activité et d'habitation, donc des grandes villes. Alors le séminaire vise à montrer que la qualité de vie dans les grandes métropoles dépend largement de la présence autour de territoires agricoles dynamiques. Alors pourquoi l'un ne va pas sans l'autre ? Pourquoi il faut des terres agricoles à côté des zones urbaines pour que la qualité de vie soit bonne ? Et aujourd'hui, il me semble que
les habitants ont besoin de pouvoir s'évader sans forcément aller très loin et vont pouvoir se promener dans une zone très naturelle, dans des poumons verts, des zones d'activité qui vraiment attirent bien au-delà des communes avoisinantes, qui attirent des gens de Paris pour venir se promener. Et donc, une zone d'attraction forte. On peut dire, vous avez évoqué l'aspect du paysage. Il y a les terres agricoles vont aussi apporter des ressources naturelles primordiales pour la ville. Je pense à l'eau, au bois, à d'autres ressources. Mais voilà, ça va apporter aussi ces ressources naturelles. Voilà, exactement. L'agriculture, les territoires non bâtis apportent une qualité de paysage, une qualité de vie par l'environnement, la biodiversité. Et donc, toute cette faune et flore qui se mélangent à la ville et qui cohabitent correctement si tout le monde prend soin et attention dans quel milieu il va évoluer. Aujourd'hui, on parle d'urbanisme, construction, des fois aussi sur des terres agricoles. Pourquoi justement il faut les préserver, ces terres agricoles ? Il m'apparaît évident de préserver ces terres agricoles parce que vous préservez... on a un besoin de production, de nourriture, on a un besoin de préserver un cadre de vie. L'enjeu de demain, il me semble, est l'enjeu alimentaire, l'enjeu de l'eau. Et sans des territoires dits naturels, on ne pourra pas répondre à cet enjeu-là. Je l'ai dit, vous êtes également président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Île-de-France, 570 000 hectares de terres cultivées, est-ce que c'est un territoire agricole dynamique ? Oui, c'était un territoire très dynamique qui est en pleine évolution en plus. Beaucoup de jeunes s'y installent, même si le défi de l'installation n'est pas forcément est une grosse montagne à gravir. Il y a plein de volontés et plein d'initiatives vraiment intéressantes et innovantes pour notre agriculture. Pour mieux comprendre et cerner les enjeux de ces territoires agri-urbains, des exemples vont être pris demain au séminaire sur ce qui se fait ailleurs, au Canada, à Montréal, à Genève, en Suisse ou encore à Milan, en Italie. Comment ça se passe là-bas ? Est-ce que la dynamique est meilleure qu'en France ? Alors ça, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Je pourrais peut-être vous le dire demain. Voilà. C'est pour ça qu'on fait participer ces territoires, pour connaître aussi s'enrichir de données de d'autres territoires qui ont sûrement pas grand-chose à voir avec le nôtre, parce que nous, il y a une dimension d'histoire aussi sur la plaine de Versailles. Bien sûr. Donc, voilà, on va pouvoir faire notre analyse et en tirer les conclusions pour savoir comment nous allons avancer avec les enjeux de demain, parce qu'on a un enjeu sur la grande métropole Grand Paris, quel va en être de la gouvernance sur la ruralité et l'enjeu alimentaire de cette grande métropole. Est-ce qu'on va nous donner les moyens de saisir cette opportunité, ou est-ce que la terre agricole va rester une réserve de terre à bâtir ? Justement, oui, ces politiques publiques concernant les territoires agri-urbains, il faut en faire plus aujourd'hui, ce n'est pas assez ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est la seule région en Île-de-France qui dispose d'un soutien aux territoires agri-urbains. Donc ça, c'est le conseil régional d'Île-de-France. Ensuite, il y a quelques intercommunalités, mais sur les 5, malheureusement, elles n'aident pas toute cette association pour vivre et pour créer des projets. D'accord. Et ensuite, il y a un soutien aussi du département, du conseil départemental, qui reste malgré tout... on en attendrait encore un petit peu plus pour pouvoir œuvrer encore mieux sur ce territoire. Alors sur le programme de demain, il y a deux grandes tables rondes qui sont au programme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a 2 grandes tables rondes avec la première thématique qui est la politique, quelle gouvernance sur un territoire agri-urbain, et la deuxième, comment renforcer la dynamique de ces territoires. On l'a dit, donc des intervenants qui viennent de l'étranger, il y aura une diversité d'acteurs, aussi bien des élus, des représentants agricoles, des exploitants, mais aussi des chercheurs universitaires qui sont présents demain. Exactement, et des représentants aussi de toutes ces
toutes ces structures, conseil régional, conseil départemental et intercommunalité. Alors quand on lit le programme, demain sont cités également la présence de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'ils ont répondu favorablement à votre invitation ? Alors le ministre, non, n'a pas pu répondre favorablement et Valérie Pécresse sera représentée par sa vice-présidente, Alexandra Dublanche. Dernière question, qu'est-ce qui ferait que ce séminaire soit une réussite ? Qu'est-ce que vous attendez demain de ce séminaire ? Il faut pouvoir en sortir des conclusions et construire un projet autour de ces territoires qui, à mon sens, ont toute leur place pour préserver notre région et apporter un service aussi à la société civile par le biais de l'alimentation et d'autres services encore indirects par le biais de l'environnement, la biodiversité, l'enjeu de l'eau. Donc voilà, faire un contrat gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci Alexandre Ruesch d'avoir été avec nous, président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, exploitant à Bailly et membre de l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles et du plateau des Alluets qui organise ce séminaire. Je le rappelle, les territoires agri-urbains, facteurs d'attractivité des grandes métropoles, c'est demain mercredi de 9h à 13h au domaine de Grand Maison à Villepreux. Et pour plus d'informations sur cet événement, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Plaine de Versailles. C'est votre rendez-vous tous les mardis dans le 7-8 journal, le portrait de la semaine. Ce soir, nous vous emmenons dans les cuisines d'un jeune chef versaillais. À seulement 24 ans, Romain Lucas est gérant de son établissement. Il propose une cuisine semi-gastronomique et mise sur la qualité de ses produits. Découverte avec Aurélie Ronce. Comment tu vas? Ouais, toi encore? Ouais, nickel. Ça va. Super. Ouais. Eh ben écoute, je vais te prendre des belles langoustines là. Ouais. Il est 8h30 au marché Notre-Dame de Versailles. Romain Lucas vient ici plusieurs fois dans la semaine pour étoffer la carte de son restaurant. Ce qui retient particulièrement son attention, des produits frais et locaux. Je vais vous prendre 7 radis s'il vous plaît aujourd'hui. 7 radis. Oui. Vous allez me chercher un grand sac. Super. Passage obligé ensuite chez un maraîcher bio, choux, épinards ou encore kumquat que le jeune chef cuisinera dans quelques instants. C'est parti. Après le chargement effectué, direction le restaurant Nuance à quelques centaines de mètres du marché. Un établissement que Romain Lucas connaît bien puisqu'il y était en apprentissage. Après quelques expériences dans les Yvelines et à Paris, il décide il y a 8 mois d'acheter ce restaurant. Un projet qui a un peu effrayé son entourage, malgré tout toujours présent à ses côtés. J'ai essayé de l'aider comme je l'ai pu. Pour les papiers, parce qu'il n'est pas du tout organisé, on va dire, au niveau des papiers. Pour le linge, je fais toutes les lessives du restaurant. Il est 10h, Romain est en cuisine, des gestes précis qui lui ont notamment été transmis par sa grand-mère. On a très bien mangé, moi et ma sœur étant petits. Donc elle nous préparait des très bons plats. C'est vrai que sans forcément participer tout le temps, mais rien qu'en la regardant, c'est vrai que c'était assez passionnant à voir. Le restaurant propose une carte simple mais qui change toutes les 2 semaines. 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Tout est élaboré dans cette cuisine. Midi, le service commence. Alors ici, on a un foie gras dans la petite formule midi, à suivre 2 viandes rosées, dont une dans la formule. Le jeune chef cuisinier s'occupe des plats chauds. Au menu ce midi, noix de veau accompagnée de son écrasé de pommes de terre et de sa sauce moutarde. Je pense qu'il y a une différence entre le restaurateur et le cuisinier. Voilà, un cuisinier va prendre le temps pour sa cuisine, il va transmettre quelque chose dans l'assiette. Un restaurateur qui va pas forcément faire du frais, voilà, nourrit des personnes. Voilà, moi, c'est pas forcément mon objectif, je nourris, mais également, voilà, je transmets quelque chose, j'ai envie de transmettre mon métier et ma passion dans mes assiettes. Romain n'officie pas seul dans son restaurant, il est assisté de Thomas en cuisine et de Cédric pour le service en salle. C'est un gars en or, un patron compréhensif et qui est prêt à laisser sa chance à n'importe qui. Mais vraiment, c'est quelqu'un de bien. Un jeune chef cuisinier qui, vous l'aurez compris, mise avant tout sur la qualité des produits présents dans les assiettes et qui met tout en œuvre pour réveiller vos papilles gustatives.
Et ça donne faim. Un peu de culture à présent. La pièce a été créée par Jean-Louis Barrault en 1968 et proposée à l'époque à l'Élysée-Montmartre. Depuis, Rabelais n'a plus été rejoué. 50 ans plus tard, la pièce renaît au théâtre Montansier à Versailles. Ce spectacle fou de 2h30 traverse les 5 œuvres de Rabelais, dont Pantagruel et Gargantua. 6 représentations sont programmées jusqu'à dimanche à Versailles. Ça commence ce soir à 20h30. Mise en scène signée Hervé Van der Meulen. Mélanie Poquet et Quentin Lefrère l'ont rencontré. Hervé Van der Meulen, bonjour. Alors, vous êtes le premier à faire rejouer Rabelais de Jean-Louis Barrault. Pourquoi cette œuvre qui a cette année 50 ans ? C'est pas du tout pour commémorer les 50 ans de mai 68, puisqu'il avait créé ça juste après mai 68. Non, simplement, je suis tombé sur cette adaptation il y a un peu plus d'1 an, et j'ai eu un vrai coup de foudre, parce que je trouve qu'il a su condenser, non pas toute l'œuvre de Rabelais, mais en tout cas un parcours à travers toute l'œuvre de Rabelais, du début à la fin, d'une façon formidable. Et puis, comme avec notre compagnie à Asnières, et notamment dans le cadre du projet qu'on fait chaque année avec Versailles, je cherche toujours un vrai spectacle de troupe. Là, je me suis dit, il y a vraiment matière à faire quelque chose de ce côté-là d'important, d'original, d'autant plus qu'il y a non seulement le texte de Rabelais, mais il y a beaucoup de musique, beaucoup de chants, et puis Barrault aussi raconte non seulement l'histoire des personnages de Rabelais, mais aussi fait un parallèle avec l'histoire du XVIe siècle et un parallèle avec notre histoire contemporaine. Donc je me suis dit que là, il y avait matière à faire un travail formidable, voilà, très long, puisqu'on y est depuis le 15 octobre, et la première est le 6 mars. Mais voilà, j'espère qu'on a rempli le contrat. Un spectacle de troupe, vous l'avez dit, ils sont 19 sur scène, 19 comédiens. C'est peut-être compliqué à mettre en scène, ils ont plusieurs rôles, certains. Oui, c'est compliqué. Bon, ceci dit, ça se fait de plus en plus rarement, c'est vrai. Quand Barrault a créé le spectacle, ils étaient 30. Vous imaginez, c'est impossible aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y en a 19, ce qui est déjà énorme. Effectivement, il y a un gros boulot de coordination et aussi un gros boulot de chorégraphie et de musique, mais je ne suis pas tout seul. Il y a un chorégraphe, Jean-Marc Houlbec, avec moi, un compositeur, Marc-Olivier Dupin, des chefs de chant, et puis il y a une partie très très importante de la scénographie de Claire Belloc, des costumes d'Isabelle Pasquier, des lumières de Stéphane Deschamps, et on a l'habitude de travailler ensemble depuis plusieurs années. On a fait beaucoup de spectacles avec la compagnie, la Comédie Française d'ailleurs, et on a construit tout ça ensemble, voilà. Mais il fallait l'énergie aussi des 19 comédiens. L'énergie, vous le dites, la pièce dure 2h45 à peu près, à un rythme fou. Ça ne s'arrête jamais, peu de pause, peu de respiration. Oui, c'est ça, c'est 2h50 avec l'entracte, quelque chose comme ça. Du temps de Barrault, ça devait bien durer 4 heures, parce que je peux vous dire que j'en ai coupé beaucoup. Mais il y avait aussi beaucoup de références historiques qu'on ne comprenait plus. Mais ça demande une énergie tout le temps. Mais ceci dit, il ménage aussi quelques passages plus calme, plus serein, pour un peu écouter aussi la parole philosophique de Rabelais. Il n'y a pas seulement la fête, tout ce qu'on connaît autour du vin, de la boisson, tout ce qui est aussi absolument énorme dans la caricature, dans tout ça, mais il y a aussi des pages très belles, poétiques et philosophiques qui font comme des pauses au milieu de tout ça, et j'ai essayé de respecter cet équilibre-là, voilà. Et vos comédiens ne le sont pas que comédiens, vous leur demandez de chanter, de danser, vous avez cité ceux qui vous ont aidé à monter cette pièce, c'est un tout. Oui, absolument. L'idée, c'était vraiment de partir de la troupe, donc le compositeur a écrit à partir de leur voix, en tout cas pour les chœurs. Et je peux vous dire qu'ils en ont bavé, parce qu'il y a... Pardon, il y a quand même des chœurs de la Renaissance à 6 ou 7 voix, c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Et puis on est parti des forces musicales de la troupe, c'est-à-dire il y avait quand même 2 pianistes, 3 flûtistes, une trompettiste, 2 guitaristes, et il y a un comédien qui s'est mis à la percu, et voilà, on est parti de là. Au niveau de la mise en scène, vous utilisez aussi beaucoup le théâtre Montansier, il fait partie intégrante de la pièce. C'était important d'utiliser cet espace. Oui, alors on ne peut pas l'utiliser au point où l'utilisait Barrault, parce que Barrault, qui s'était fait virer de l'Odéon en mai 68, a créé ce spectacle à la rentrée après, à l'Élysée-Montmartre, qui était une salle de catch. Donc ça se passait avec des spectateurs tout autour sur un ring de catch. Et il y avait énormément de choses dans le rapport au public. Donc dans la mesure du possible, on a essayé de le recréer ici aussi au théâtre Montansier. Voilà. Merci Hervé Van der Meulen. Alors, Rabelais est à découvrir au théâtre Montansier jusqu'au dimanche 11 mars. Avant de se quitter, une performance de lecture et d'improvisation musicale. Elle était organisée ce dimanche à la commanderie des Templiers d'Elancourt. La représentation a clôturé l'exposition Perception et Illusion, un spectacle surprenant auquel ont pu assister Michael Elmidoro et Nicolas Dandry.
Une ambiance rouge, un solo de guitare, des textes évoquant le chaos. Inspiré d'une série de photos prises par Richard Dumas en 1994 au matin de l'incendie du Parlement de Bretagne, les deux artistes Olivier Mélano et Richard Dumas ont créé une improvisation musicale abstraite où les écrits sont les seules matières de l'œuvre. On connaît les éléments, qu'il y a le texte, ces bouts de texte, mais Richard peut les prendre à n'importe quel moment. Et on écoute l'un et l'autre et en réaction par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. Donc on l'a jamais fait deux fois pareil. C'est la première fois qu'on le fait de cette manière qu'avec la guitare. On s'est dit on fonce et puis on verra comment ça se passe. Il faut sentir le moment où telle parole va résonner ou entrer en résonance, en harmonie ou en résonance. Pour leur troisième représentation devant un public, les artistes ont voulu également adapter en temps réel cette improvisation face aux réactions de la salle. On prend l'ensemble des gens qui sont là, on sait qui est là, et on n'est pas coupé de ces gens, on n'est pas coupé des gens. C'est vrai qu'une salle, ça forme un tout. Ouais. Une recette qui a fonctionné auprès de la quarantaine de spectateurs présents à la commanderie des Templiers. C'était une performance réussie au niveau contemplatif, je dirais. Ça mêle les mots, les sens, la musique et le sens des mots. Moi, par moments, j'entendais pas tout, mais des mots comme ça qui surgissaient, comme dans un rêve, parfois comme dans un cauchemar. Le rendez-vous a clôturé l'exposition Perception et Illusion, installée pendant 4 mois à Elancourt. Le public, lui, en redemande. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le 7-8 Journal et ses reportages sont à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.